Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi pour notre édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires avec le réseau VIA Télévision et les télévisions locales de France et la presse quotidienne régionale. Puis Territoire d'info avec l'invité politique en direct ce matin, c'est Elisabeth Borne, la ministre des Transports qui sera sur ce plateau. Enfin, Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique en 3e partie de cette édition. Tout de suite, c'est le JT des territoires avec les télés locales de France et le réseau VIA. On s'y retrouve. À tout de suite. Bonjour à ceux qui nous retrouvent ce matin pour ce JT des territoires. Canicule oblige et à défaut de fermer leurs portes en cette fin de semaine, certains établissements scolaires doivent adapter le quotidien des plus petits aux fortes chaleurs. C'est le cas, vous allez le voir, à Toulouse, dans cette école qui suit les préconisations du ministère de l'Éducation à la lettre. Manon aussi pour la dépêche. 41 degrés à Toulouse, les cours d'école n'échappent pas à la canicule. Pour protéger les enfants parmi les plus exposés au risque de forte chaleur, les établissements scolaires s'efforcent d'appliquer les préconisations de l'Éducation nationale. L'apport d'eau régulière et veiller à ce que les enfants s'hydratent et également, comme on le voit tout autour, joue avec de l'eau. Fermer les stores ou les rideaux dans la mesure du possible. Et essayer aussi, dans la mesure du possible, avec les enfants, d'être plutôt au calme et d'éviter les dépenses d'énergie trop importantes. Autre mesure instaurée, la mise en place de repas fraîcheurs servis à la cantine une fois par semaine. Dans cette école flambant neuve, ouverte en janvier dernier à Bordeaux-Rouge, les aménagements intérieurs et extérieurs ont été mieux adaptés à ce type de contraintes. On prévoit donc dans le cadre d'un référentiel à la fois donc la climatisation de certaines salles de regroupement, on va dire les cantines, les dortoirs et les salles d'activité. On prévoit des brasseurs d'air dans les salles de classe pour diminuer la température ressentie. On pense aussi le bâtiment de façon intelligente avec des brises soleil qui viennent limiter la lumière directe sur les vitrages et également l'isolation et toute la conception du bâtiment telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Les écoles plus anciennes, quant à elles, devront se contenter des équipements existants en attendant une possible rénovation. On va se préoccuper maintenant de la PMI, la protection maternelle infantile, qui peine à trouver des médecins. Une situation qui rend difficile la réalisation de ses principales missions. Et c'est dans ce contexte qu'Adrien Taquet, le secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, a présenté il y a quelques jours les contours de cette réforme de la PMI. C'était sur le site d'Argenteuil et Florian Béfaïd pour Via Grand Paris y était. Regardez. Ici, dans cette salle de consultation du Centre de protection maternelle infantile d'Argenteuil, 10 enfants sont pris en charge chaque demi-journée. Des consultations menées par des médecins généralistes. Dans le Val d'Oise, ils sont 67 médecins répartis dans les 55 centres PMI du département. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Une dizaine de postes est à pourvoir, faute de recrutement. De quoi mettre en difficulté les missions réalisées par la PMI. On manque de médecins pour faire les consultations pour les enfants, les consultations de contraception, dépistage des infections sexuellement transmissibles pour les jeunes, et puis pour faire aussi les bilans de 3-4 ans dans les écoles maternelles qui sont réalisés exclusivement par les infirmières puéricultrices qui font des tests de dépistage en fait en école maternelle. Cette pénurie a même entraîné des fermetures temporaires de centres, comme à Beson en 2018 ou Villiers-le-Bel, toujours fermé depuis le début de l'année. Une situation problématique dont a fait part le personnel à Adrien Taquet. Le secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé est venu annoncer les grandes lignes de la profonde réforme de la PMI envisagée par le gouvernement. Il faut que l'on dégage du temps au PMI, il faut qu'on ressente les PMI sur les missions essentielles, ce qui était leur mission originellement, et repermettre aussi à la PMI de retourner chez les gens. Voilà, cette notion d'aller vers qui est très très importante dans le social, dans le médico-social, et qui est très importante dans l'approche qui est la nôtre, qui est celle de ce que j'ai appelé le parcours 1000 jours, et cette prise en considération que l'environnement dans lequel se développe l'enfant a un impact
sur sa santé, son éveil, sur les inégalités sociales. Pour marquer cette réorganisation, l'État souhaite un changement de nom pour la PMI. Il envisage également d'allouer des moyens financiers supplémentaires aux départements qui financent les services de PMI. Le montant sera connu à l'automne prochain. On part pour la Provence, Côte d'Azur, à Marseille, dans les quartiers nord. Le cloître, un ancien monastère, accueille désormais un pôle d'innovation sociale et solidaire. Les entreprises implantées sur ce site forment et réinsèrent des personnes éloignées de l'emploi. Les explications de Manon Mujica de Provence Azur TV, notre partenaire sur place. Il est situé dans les quartiers nord de Marseille. Bienvenue au cloître, nouveau pôle d'innovation sociale. Une dizaine d'entreprises est installée dans cet ancien monastère, propriété des apprentis d'Auteuil. Toutes se sont engagées à former des jeunes via des parcours d'insertion. Et oui, ici, l'économie ne rime pas qu'avec le profit. Certains pourraient dire que c'est une question d'image, je ne crois pas du tout parce que je ne rencontre que des belles personnes, je ne rencontre que des chefs d'entreprise qui en fin de compte ont envie de s'engager, ont envie en fin de compte de contribuer à une belle cause et ça c'est pas du tout la question du profit parce que ça demande du temps, parce que ça demande de l'engagement et on sait très bien que pour une entreprise quand on donne du temps, on sait que ça coûte de l'argent. Parmi les secteurs concernés, une filière numérique. L'école Saint-Plon est accessible sans condition de diplôme et est entièrement financée par l'État et les collectivités. Les élèves sont âgés de 18 à 56 ans. La doyenne, c'est elle. Cette ex-enquêtrice de terrain s'est reconvertie en développeuse web. Elle suit une formation diplômante de 8 mois avec à la clé un contrat. J'ai eu déjà 2 contacts pour le travail en novembre. Je suis sûre d'avoir du travail en novembre. Et la personne avec qui je vais faire mon stage souhaite recruter aussi à partir de septembre. Voilà. Donc c'est très important. Parmi les faiseurs d'avenir, il y a aussi le paysan urbain. Dans cette serre, les agriculteurs produisent des micro-pousses biologiques à destination notamment des restaurateurs. L'entreprise accueille 7 jeunes éloignés jusqu'à présent du monde du travail. C'est des CDD, donc ils sont employés, ils sont payés, des contrats de 26 heures par semaine pendant de 4 mois à 2 ans maximum, durant lesquels on les accompagne à lever les freins périphériques à l'emploi. Donc on les accompagne sur leurs démarches administratives, les démarches de santé, les démarches de logement. Une fois qu'on a levé tous les freins, on les accompagne sur leurs projets professionnels. 9 mois après l'ouverture du cloître, l'heure est au premier bilan. Ce sont 24 emplois durables, des CDI qui ont été signés. Ce sont 24 contrats de professionnalisation ou des contrats à durée déterminée qui ont été également signés par l'ensemble des entreprises. Et ce sont plus de 160 jeunes qui ont intégré un parcours d'insertion et de formation professionnelle au sein de ces entreprises ou des dispositifs de la Fondation d'Apprentis d'Auteuil. Donc c'est plutôt un résultat encourageant, sachant qu'initialement, on avait prévu un objectif de 200 personnes par an sur le cloître. Pour atteindre ses ambitions, la Fondation des Apprentis d'Auteuil souhaite développer des partenariats avec plus d'entreprises. 2000 m² de locaux restent à exploiter. Cela n'a rien à voir avec la canicule, mais elles vont chauffer aussi. Elles, ce sont les cartes de crédit. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont les soldes d'été qui viennent tout juste de démarrer partout en France sous un soleil de plomb. Dans la Loire, les fortes chaleurs ont le mérite de pousser les clients dans les boutiques climatisées. De bon augure pour les commerçants encore marqués notamment par les conséquences économiques du mouvement des Gilets jaunes. Marianne Ray pour TL7, Télé Loire 7, notre partenaire sur place. Les démarques sont presque aussi chaudes que le thermomètre. À Saint-Étienne, ce midi, dans les rues, il fait 35 degrés. Les clients ont bravé la chaleur. Pas question, pour la plupart, de rater l'ouverture de cette période de rabais tant attendue. C'est un plaisir de faire les soldes, surtout en compagnie de sa fille, donc c'est quelque chose de très plaisant. Ah oui, parce que le premier jour des soldes, c'est le plus important. Sinon, il n'y a plus rien. On préférait quelques degrés de moins, mais l'attrait des magasins et des prix plutôt intéressants font qu'on arrive à braver la chaleur. Donc on fait l'effort quand même. Un effort bien récompensé pour ces dames qui ont pu faire quelques emplettes. Dans les sacs ce mercredi, priorité aux vêtements légers pour préparer les sorties à la plage. Maillots de bain, des maillots de bain et des vêtements légers. Je crois que là c'est le mot d'ordre du jour. Du côté des commerçants, le moral est gonflé à bloc également dans le centre-ville stéphanois. Avec un hiver bien maussade entre manifs de gilets jaunes et mauvais temps, les commerçants veulent tourner la page, même si ces événements ont changé les habitudes des consommateurs. Ils arrivent après un hiver bizarre avec des tensions auprès des clients et des commerçants. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, maintenant on arrête,
ça va bien se passer. Donc la plupart des gens étaient très motivés quand même. Les gens ne sont pas partis, les gens sont venus à des horaires différents. Ils sont peut-être plus venus sur le mercredi et le jeudi par exemple. On a énormément de retours de commerçants qui ont leur chiffre d'affaires qui ont augmenté sur le mercredi et le jeudi. Il y a des mercredis qui sont parfois équivalents dans certains commerces au chiffre du vendredi. C'est très très surprenant, on n'aurait jamais dit ça il y a quelques années. Quelques années, on nous aurait dit, mais le mercredi, je viens pas, j'ai mes enfants. Sous un soleil de plomb, même les enfants ont trouvé leur compte dans le centre-ville. Un groupe d'élèves de terminale de Thionville a envoyé dans les airs un ballon-sonde. Rempli de capteurs et muni d'un appareil photographique, les lycéens ont pu suivre l'évolution de leur réalisation en direct et prendre différentes mesures. Vous allez le voir, un projet mené depuis plus d'1 an et demi avec leur professeur de physique-chimie qui a voulu compléter ses cours par une pratique concrète. Giovanni Di Legami pour Via Mirabel, notre partenaire sur place. Regardez. La piste de décollage est installée. L'équipage constitué d'élèves de terminale volontaire procède au dernier réglage. Ils s'apprêtent à envoyer un ballon-sonde dans la stratosphère. Un projet débuté il y a 1 an et demi avec leur professeur de physique-chimie qui s'est adjoint le soutien du CNES, le Centre national d'études spatiales. Mais ce sont avant tout les lycéens qui ont conçu et imaginé cet appareil de mesure complexe en respectant des contraintes de poids, de taille et de sécurité. On a un système qui donne en direct l'information, donc température, pression, tout ce qu'on a mis comme capteur dedans. Et on a envoyé aujourd'hui plein soleil aussi, ce qui permet d'envoyer un appareil photo. Et donc notre métier, c'est d'aller voir aussi un petit peu la forme de la Terre, la rotondité comme on dit, voir un peu à quoi ça ressemble vu du haut. C'est parti pour un voyage à 30 000 mètres du sol, hauteur à laquelle le ballon sera forcé d'éclater sous la pression et de redescendre sur Terre, ralenti d'un parachute afin de conserver ses composants intacts. Une expérience formatrice et concrète pour ces élèves en filière scientifique qui ont pu éprouver leurs connaissances. C'est le cas de Jérémy, adepte d'électronique et de programmation, qui a su se saisir de cet enseignement complémentaire. Ces travaux pratiques-là, ça manque quand même, oui, c'est vrai que ça change, c'est important. On met vraiment en application ce qu'on apprend et c'est beaucoup moins théorique que ce qu'on fait en classe, en cours traditionnels. Les cours traditionnels, c'est bientôt fini pour eux qui partiront certainement dans quelques jours, le baccalauréat en poche. Forts de cet accomplissement, ils vont pouvoir prendre leur envol vers les études supérieures sans se brûler les ailes. Un peu de fraîcheur maintenant. Nous vous en avons souvent parlé dans ce JT à Paris et dans la petite couronne. Comme on l'appelle, la tendance architecturale est à la végétalisation des bâtiments et des immeubles privatifs. Regardez ces images, elles sont signées César Saint-Ouen. Elles sont spectaculaires. 55 000 m² de toits vont être végétalisés à Paris. Cela permettra aussi de diminuer considérablement la chaleur dans les années qui viennent et de favoriser aussi, et oui, l'évacuation des eaux de pluie en permettant de développer les insectes essentiels, eux, à l'équilibre naturel, y compris dans nos villes. Terrasses et jardins vont faire pousser du gazon naturel sur les toits et aussi aménager des potagers au service des entreprises. Surveillez vos melons pendant que vous travaillez. Voilà des images de Via Grand Paris, César Saint-Ouen. Bien fraîche. On passe au Club de la Presse dans un instant. A tout de suite avec la revue de presse. Voilà la une de Vaucluse matin, l'alerte rouge canicule, ça se développe, de plus en plus de départements sont concernés, Saveria. La canicule encore et toujours, et c'est une première en France. Le Vaucluse, le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance rouge canicule dès 10h ce matin. On annonce 45 degrés à Carpentras, un record absolu. Résultat, toutes les écoles de la ville sont fermées. La préfecture a pris des mesures inédites, manifestations sportives interdites, activités scolaires suspendues. Au total, 225 écoles sont pour l'instant fermées en France, annonce Jean-Michel Blanquer, alors que les températures doivent encore augmenter ce vendredi. On continue avec la fournaise sur des chantiers. C'est à la une de la Charente Libre, un des journaux du groupe Sud-Ouest ce matin. Les ouvriers engagés sur les chantiers de travaux publics sont en première ligne face à la canicule. Ils n'ont pas d'autre choix que d'affronter la chaleur, souvent en plein soleil. Mais les employeurs aménagent les horaires de travail. Ils ont de l'eau autant qu'ils veulent dans des frigos, des bungalows réfrigérés pour leur pause et des points d'eau pour se mouiller, explique le gérant d'une entreprise. Mais ce qu'on ne mesure pas, c'est la fatigue. À la une de Paris-Normandie, ce sont des ponts français qui sont trop vieux, trop usés. On en parle souvent d'ailleurs, y compris dans le territoire Sénat. Faut-il s'inquiéter de l'état de nos
ponts. Dans un rapport dévoilé hier, les sénateurs dressent un tableau inquiétant de l'état des ponts français. 10% d'entre eux seraient en mauvais état, manque de moyens, manque de sécurité, manque d'entretien. Les sénateurs réclament au gouvernement un plan Marshall. Au total, ce sont 25 000 ponts qui seraient dans un état préoccupant. Ils demandent notamment de porter le montant consacré à l'entretien de ces ouvrages à 120 millions d'euros par an, contre en moyenne 45 millions aujourd'hui. Ils demandent également la création d'un fonds d'aide aux collectivités locales. Et puis une bonne nouvelle à la une du courrier Picard, nos amis du groupe Rossel, c'est petit prix en gare. C'est une bonne nouvelle pour les habitués des trains. À partir du 1er juillet, la SNCF propose de nouveaux abonnements sur la lancée des cartes TER, une carte qui recueille un grand succès auprès des usagers. La SNCF fait un grand ménage dans ses cartes de réduction. La carte TER coûte 30 € par an. Elle permet jusqu'à 50% de réduction sur certaines lignes dans les Hauts-de-France. Des billets de TER à 2 € pour 50 destinations sont même proposés par la région. Ah là là, le rêve américain des Bleus au Mondial. C'est le choc attendu, espéré. Ce soir, les Bleus ont rendez-vous avec l'histoire. Pour leur quart de finale, elles vont affronter les États-Unis, tenants du titre. Et c'est maintenant ou jamais, ce soir au Parc des Princes, les filles de l'équipe de France ont l'occasion de basculer dans une autre dimension. Depuis 3 semaines, et des victoires à Paris, Nice, Rennes et Le Havre. Les Bleus ont fait souffler un vent de nouveauté, de bonheur et d'enthousiasme sur des tribunes pleines à craquer. D'autant bien que l'adversaire se montre à la démesure de l'événement. Les États-Unis sont en effet la nation phare du football féminin. Oui, elles sont vraiment excellentes. Donc rendez-vous ce soir. Donc on leur souhaite bonne chance en tout cas pour ce soir. Absolument, on croise les doigts pour elles. Et on vous retrouve également tout à l'heure, Saveria, pour l'actualité sénatoriale. Tout de suite, c'est le club de la presse. Samuel Ribaud, Christophe Gauthier sont avec nous. À tout de suite. Messieurs, édition un peu estivale de cette émission. On va parler de plages avec vous. Alors, les plages sympathiques, les plages les plus amusantes de France avec vous, Christophe Gauthier. Vous êtes éditorialiste à 100% radio à Toulouse et vous êtes rédacteur en chef de VSD. Et vous, Samuel Ribaud, la LP, c'est l'agence locale de presse qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Alors, vos plages, elles sont moins drôles. On va partir du côté de la Nouvelle-Calédonie. Autre ambiance, avec un acte de piraterie qui a été commis, c'est rarissime quand même, au large de l'île d'Ouvéa, où de riches touristes brésiliens et australiens étaient partis pêcher dans les parages d'un îlot sacré, dit-on. Ces actes sont graves, sans précédent, il faut le rappeler, c'est assez unique dans cette région que vous connaissez bien, vous avez habité la Nouvelle-Calédonie longtemps. Oui, un abordage comme ça, l'abordage d'une embarcation avec des armes à feu, avec des gens plaqués au sol, avec un fusil à pompe collé sur la tempe. Et c'est la France. Oui, ça se passe dans les eaux territoriales françaises et c'est absolument pas suite à un différend entre trafiquants ou quoi que ce soit. C'est simplement, semble-t-il, d'après les derniers éléments, un collectif de pêcheurs de l'île d'Ouvéa, qui est une île merveilleuse au nord de la Nouvelle-Calédonie, de funeste mémoire pour la plupart des téléspectateurs, puisque c'est là que les événements les plus graves s'étaient produits dans les années 80. De la grotte d'Ouvéa. Exactement, en Nouvelle-Calédonie. Ce qui s'est passé est proprement incroyable. Ces touristes très fortunés étaient partis se promener aux alentours de l'atoll et ils avaient fait ce qu'on appelle une coutume, c'est-à-dire que lorsque vous allez en territoire kanak, en Nouvelle-Calédonie, il faut aller se présenter à la chefferie locale et demander l'autorisation soit de passer sur les terres, soit de passer en mer dans des territoires qui dépendent de cette fameuse coutume. Il semblerait que ces préparatifs aient été faits, respectés. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'une embarcation avec 8 personnes à bord, vociférant, tirant des coups de feu en l'air, est arrivée et a largement terrorisé ces touristes fortunés qui, a priori, étaient équipés de palmes, masques et tubas et faisaient un petit tour autour d'un îlot. Îlot qui est lui-même réservé à certains usages. Alors après, on rentre dans un domaine un peu compliqué qui est celui de la coutume. Enfin, c'est l'organisation sociale kanak telle qu'elle existe et il ne faut pas la brusquer. Alors l'affaire fait grand bruit parce que la Nouvelle-Calédonie essaie de développer son tourisme et ce genre d'action n'est pas de nature à donner envie, notamment à cette clientèle-là, de se rendre sur le territoire. C'était jamais arrivé, de toute façon. C'était jamais arrivé, on leur souhaite que ça se reproduise pas parce que c'est bon pour personne, c'est mauvais pour les habitants de l'île dont on donne une image qui n'est évidemment pas celle qu'ils projettent au quotidien.
c'est pas bon pour les touristes parce que évidemment vous n'avez pas du tout envie d'aller vous faire harponner lorsque vous allez plonger dans des eaux turquoises. Et puis c'est pas bon pour la France parce que la Calédonie c'est la France et des actes de piraterie. Si ça se produisait, je sais pas moi, aux Ambiaises ou à l'île de Porquerolles, je pense que ça ferait la une des journaux. Il faut rappeler que juillet-août c'est l'hiver là-bas, ouais. Cette partie-là de l'hémisphère. Ouais, un hiver sympa quand même. Je sais, vous avez habité longtemps là-bas. Vous regrettez d'ailleurs. Christophe Gauthier, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va faire, avec 100% Radio, éditorialiste sur cette radio toulousaine et VSD, on va faire le tour des plages. Et des plages sympas, celles-là. Ah, absolument. Et Dieu sait que la France, alors, a une collection de plages. On est reconnu pour ça dans le monde entier, d'ailleurs. Oui, la France dispose de 5500 km de littoral sur trois façades. La mer du Nord, l'Atlantique et naturellement la Méditerranée. Et on a un espace maritime qui est un des plus importants du monde. Donc on a fait un espèce d'état des lieux des plages qu'on appelait les plus dingues. Alors les plus dingues, en réalité, ce sont les plus belles, les plus insolites, les plus vives. Ce qui est très intéressant dans ce dossier, c'est que on se dit tous la French Riviera, comme on l'appelle à l'étranger, les plages de la Côte d'Azur, mais il y a des plages sensationnelles dans le nord du pays, toute la côte d'Opale, c'est sublime. Mais effectivement, il y a des plages qui probablement seront d'ailleurs très prisées avec ce réchauffement, ces dérèglements climatiques, mais sur effectivement la côte d'Opale. Pourquoi on n'entend pas tant parler? Enfin, vous faites un dossier dessus, vous, mais c'est pas quelque chose. Voilà, quand on pense plage en France, on va vers le sud. Oui, pas forcément au fond. Parce que je pense que le réflexe était d'aller effectivement vers le soleil, vers la Méditerranée. Or aujourd'hui, avec ces histoires de réchauffement climatique, les choses changent un petit peu, et donc. Le tourisme balnéaire se développe encore davantage sur les plages du Nord. Alors quelques noms de plages, quelques plans sympathiques pour ceux qui ne savent pas encore où ils vont partir en vacances. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous? Où êtes-vous allé vous baigner, Christophe Gauthier? Moi, je suis allé me baigner dans pas mal d'endroits, mais moi j'ai un faible pour des petites plages qui sont sur la côte d'Émeraude. Donc là, on est un petit peu à la frontière de la Normandie et de la Bretagne. Mais il y a des criques du côté de Saint-Cas, de Saint-Jacques, qui sont sauvages, qui sont magnifiques, qui sont à découvrir. Samuel Ribon parlait tout à l'heure de Nouvelle-Calédonie. Alors évidemment, la Nouvelle-Calédonie, mais tous les départements, les anciens départements français d'outre-mer, les dom-tom comme on les appelait, regorgent aussi d'endroits absolument merveilleux. Vous n'êtes pas spécialiste de ça. Vous avez la Caraïbe, vous avez l'océan Indien, vous avez le Pacifique. D'ailleurs, on parle de Nouvelle-Calédonie parce que j'y ai un intérêt personnel, mais les plages de Polynésie sont absolument extraordinaires. Et parmi le littoral et l'espace maritime que vous évoquiez tout à l'heure, il y a une très très grande place qui est occupée par les Outre-mer. Ça, c'est un lagon en Nouvelle-Calédonie. Non, mais c'est une diversité assez incroyable. L'eau turquoise comme ça, il n'y a pas de trucage. La photo a été mise comme ça. Non, personne n'a versé de curaçao dans le lagon. Mais je tiens à dire que des couleurs comme ça, vous pouvez en trouver en Bretagne aussi. Oui. Absolument. Vous confirmez? Ah oui, je confirme. Si vous allez à Bréa, si vous allez à Ouat, il y a comme ça des archipels. Alors on va avoir des problèmes avec les Corses, si vous dites pas non plus. Non, mais la Corse, évidemment, le littoral corse est magnifique. Donc forcément, et ce que disait camarade sur les plages d'outre-mer, encore une fois, on a une richesse avec nos plages, avec le littoral, avec nos côtes qui est unique au monde. Il faut absolument le préserver et le développer. Et regardez dans VSD lesquels. Un mot sur le prix, le coût des vacances. Vous savez que ça préoccupe évidemment beaucoup les gens, savoir ce que coûte. Alors c'est plutôt moins cher d'aller vers le nord et vers l'ouest que vers le sud. Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, des tendances tarifaires, des plages, des services qu'il y a autour des plages, de la restauration, de tout ça? En fait, pas vraiment la différence. Ça va être sur les prix du carburant, sur les prix de certains services. En réalité, il n'y a pas de grosse différence. Il y a beaucoup moins de monde quand même sur les plages ouest et nord que sur les plages du sud en été ou pas? Non, il y a de plus en plus de monde, au contraire, parce que les plages du sud, elles sont extrêmement fréquentées. Les plages du sud ont tendance à avoir une économie privatisée, et donc il y a un certain nombre de gens qui veulent bénéficier de la liberté d'accès au littoral, et donc vont plutôt sur les plages de la façade atlantique, la Bretagne et les plages du Nord. Il y a une économie estivale, Samuel Ribot, importante. Par exemple, la presse quotidienne régionale pour laquelle vous travaillez, elle fait des performances en termes de tirage et de vente au numéro l'été.
Oui, c'est l'occasion pour elle de toucher un public ponctuel, puisque quand vous descendez dans le sud 2 semaines, vous allez éventuellement... Vous êtes lecteur de Nice Matin alors que vous êtes parisien. Oui. Voilà, non, mais vous pouvez éventuellement être intéressé, mais c'est intéressant parce que c'est un autre auditoire, et puis puisque ça fait partie de l'économie des journaux aussi, et ça permet d'expliquer à vos annonceurs que vous allez toucher les estivants qui sont là et qui vont aller dévaliser vos magasins, etc. On réduit Donc pas les pages l'été ? On réduit la pagination, on embauche des stagiaires, c'est la beauté de la PQR en été, ça, c'est que ça permet de lancer les jeunes talents aussi. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus les estivants et les urbains, quand ils se déplacent, vont consommer la presse locale. Parce qu'ils ont besoin, ils ont envie d'être au courant de ce qui se passe, et notamment sur le service, parce qu'il y a des guides de festivals, de choses à faire, à voir, et donc on s'aperçoit que en fait, les Parisiens, les Lyonnais, enfin les gens qui vivent dans des grands centres urbains, en fait, ont tendance à consommer la presse régionale. 5 secondes, pas de pollution majeure à signaler ? La France est plutôt propre. Merci Christophe Gauthier, et on vous retrouve avec Samuel Ribaud pour le débrief de l'actualité tout à l'heure. On continue avec la météo des territoires, avec ce sujet, le temps qu'il fait en France, la canicule se développe, augmente département par département. Regardez la météo des territoires, on se retrouve après. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Voilà, dans un instant, le Zap Monde de TV5 Monde, ce que vous devez retenir en résumé de l'actualité du monde, avec ces images terribles du double attentat en Tunisie revendiqué par l'État islamique. Vous allez le voir dans un instant, avec le malaise également du président tunisien. Les Tunisiens sont soumis à rude épreuve ce matin. Enfin, le président américain Donald Trump, qui arrive à Osaka pour le sommet du G20. Il va rencontrer Xi Jinping et les discussions vont être compliquées. Regardez le Zap Monde, on se retrouve après, à tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Dépassante, sous le choc. Il est environ 11h ce jeudi matin à Tunis. Un véhicule de police en circulation sur la rue Charles de Gaulle a été touché par un attentat suicide. 3 civils sont blessés, tout comme 2 policiers. L'un d'entre eux meurt des suites de ses blessures. À moins de 2 km de là, une autre personne se fait exploser sur le parking du bâtiment de la Garde nationale, le complexe de Gorjani, où sont également installés des services de la police judiciaire. C'est dans cet hôpital militaire à Tunis que Béji Caïd Essebsi a été transféré. Critique mais stable selon un conseiller, l'état de santé du président inquiète, d'autant qu'il avait déjà été hospitalisé la semaine dernière. Et alors que son mandat est censé s'achever à l'automne prochain, l'éventuelle vacance du pouvoir pose question dans un contexte préélectoral tendu ces derniers mois. C'est sous la pluie que Donald Trump foule le sol japonais, comme un symbole de la tension qui règne en ce coup d'envoi de G20. Pour le président américain, le temps fort du sommet sera sa réunion avec Xi Jinping. En pleine guerre commerciale, les 2 chefs d'État doivent s'entendre pour suspendre l'escalade. Selon le Wall Street Journal, les Chinois viennent avec une liste d'exigences quand le président américain pourrait les menacer de nouvelles sanctions douanières. Le président français prévoit également d'aborder le dossier climatique et en fait une condition de la réussite de ce sommet.
D'autres chefs d'État tels que Mohamed Ben Salman, prince héritier saoudien, auront à gérer des dossiers sensibles tels que le Yémen. Le nucléaire iranien promet lui de vives discussions entre d'un côté le duo américano-saoudien et de l'autre Téhéran. Une femme qui assiste au tournage d'un film indépendant depuis son balcon. Une scène qui jusqu'à maintenant était impossible à voir à Cuba. Depuis jeudi et le décret publié par le gouvernement, l'industrie cinématographique indépendante a un statut légal. C'est une bonne chose parce que les cinéastes indépendants abordent de nombreuses problématiques dont les cinéastes officiels n'osent pas parler. Depuis des années à Cuba, il y avait des productions de films indépendants, mais pas de cinéma indépendant. Mais cette nouvelle mesure ne fait pas l'unanimité. De nombreux sceptiques ont tempéré la joie des cinéastes indépendants en mettant en garde sur l'application du décret. Car la distribution des films reste sous le contrôle d'un État accusé à de nombreuses reprises de censure, notamment lorsqu'il s'agit de films critiques à l'égard du régime en place. Voilà, deuxième partie de